Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Un geste d'apaisement en provenance d'Alger. Selon eux, les mauvais comportements de ces clandestins, je cite, salissaient l'image du pays. Un décret présidentiel signé par Abdelmajid Tebboune permet aux Algériens partis clandestinement de leur pays de revenir sur leur terre. Personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. Cette mesure pourrait inciter des milliers d'immigrés illégaux à quitter l'Hexagone. Il y a un malaise, il y a des injustices. Il y a des violations flagrantes des droits de l'homme. En revanche, les auteurs de crimes de sang, de trafic de drogue, de trafic d'armes sont exclus de ce rapatriement. Il y a une hagra. Moi je dis hagra. Bonjour, vous êtes bien sur Sud Radio en ce mercredi 14 janvier 2026. Bienvenue à bord du paquebot La France dans tous ses états. Je suis Perico Légas, je suis au timon avec un officier de bord, Maud Koffler. À vos ordres. Bonjour à tous. Aux machines, ce qui permet au paquebot d'avancer, Julien Delmas. Et l'officier d'accueil qui dit bienvenue à bord, c'est Emmanuel Galasso qui attend vos appels au 0826 300 300 parce que vous allez beaucoup nous appeler aujourd'hui vu la pertinence et la richesse des sujets. Alors, Pubugag, les jeunes délinquants algériens vont-ils retourner en Algérie? Ce n'est pas un canular, mais une suggestion du président Abdelmajid Tebboune, lui-même, qui annonce la promulgation d'un décret permettant aux ressortissants algériens vivant à l'étranger en situation régulière, irrégulière ou de précarité de revenir en Algérie à condition de ne pas récidiver. La mesure ne s'applique cependant pas aux personnes impliquées dans des crimes de sang, ni dans des trafics de drogue ou d'armes, non plus à celles ayant collaboré avec des services de sécurité étrangers dans le but de porter atteinte à sa patrie. Bon, tout ça est très riche. Nous en discutons avec le politologue Arnaud Benedetti. Je disais Pubugag. On va bien voir si le président se moque de nous, le président algérien, ou s'il est sérieux, ce qui serait quand même une nouvelle retentissante. Ça défraye d'ailleurs beaucoup la chronique. Les tracteurs sont entrés dans Paris hier, paradoxalement avec la FNSEA à leur tête, et le gouvernement fait un geste sur certaines dispositions avec une loi agricole d'urgence, une loi d'urgence agricole. Eh bien, je ne savais pas qu'il y avait une urgence dans l'agriculture, c'est extraordinaire. Et nous aurons l'avis de Lux Messart, vice-président de la FNSEA, on verra le contenu de cette loi, et puis on essaiera de comprendre avec lui pourquoi il n'y aura pas de bovins cette année au salon de l'agriculture. De 13 à 14 heures, au final, dans la fin du final, l'euro pourrait-il s'avérer être un fiasco? Non pas que l'idée d'une monnaie unique ou d'une monnaie commune comme cela fut initialement envisagé est mauvaise, au contraire, mais que sa mise en place et que les règles qui président à sa destinée s'avèrent inadaptées à l'économie européenne. Nous disserterons de 13 à 14 heures sur ce sujet épineux et douloureux avec le célèbre économiste Charles Gave. Eh bien, après Quick, KFC va donner dans le halal, sur les 404 restaurants, 24 vont donc proposer une alimentation confessionnelle, je vais m'exprimer comme ça, par respect pour la diversité. Eh bien, c'est proprement dit. Je pensais que la religion protégeait la malbouffe. Pas du tout. Vous pouvez avoir du religieux, vous pouvez avoir du kasher ou du halal dans ce qui est le plus symptomatique de la malbouffe. Alors sachez que plus il y a d'avalanches, plus il y a de skieurs irresponsables, et plus il y a de skieurs irresponsables, plus il y a d'avalanches. On va voir effectivement que c'est une des dérives de notre société où les règles sont pas toujours respectées, les codes pas toujours appliqués. Aujourd'hui, la révolution, c'est d'aller faire du hors-piste et de provoquer des avalanches, même s'il y a un risque mortel. Nous manquions de candidats aux élections municipales et depuis quelque temps, on constate une reconversion des policiers quand ils arrivent à l'âge de la retraite, ils y arrivent jeunes souvent, pour la fonction de maire, faute de bien voir la loi appliquée, sont-ils tentés de passer du côté où la loi, c'est nous qui la faisons, enfin qui administrons la vie civile. Voilà. Maud Koffler s'indignera ou s'étonnera qu'un faire-part de Belmondo, de la mort de Belmondo, soit en vente sur eBay. Et puis elle nous fera écouter, j'allais dire la prouesse. Ne donnez pas le nom. La prouesse, c'est une surprise. C'est une surprise. D'un député qui a été maire d'une grande ville de l'agglomération parisienne et qui prépare le concours de l'Eurovision. Qui pousse la chansonnette. On l'accompagnera à un mot dans ce. Non. Je vous laisserai seul. Voilà le menu du jour à bord de la France dans tous ses états. Bienvenue à bord. Emmanuel Galasso attend vos appels au 0826 300 300. Ne vous bousculez pas, il vous prendra un par un et vous passerez tous chacun votre tour. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico.
Je veux revenir sur le dessin de Charlie Hebdo qui a suscité des émois, qui a défrayé la chronique, provoqué des polémiques. On en est à des débats houleux dans les rédactions. Voilà, certaines personnalités connues, je fais allusion à Jean-Michel Apathy, ont pris des positions très tranchées pour s'indigner de ce dessin. Le débat est simple. La liberté d'expression est non négociable. Et nous admettons tous, et y compris à Charlie, qu'un dessin puisse choquer, puisse blesser, puisse heurter. Dès lors qu'il ne franchit pas les seuils, les limites de la loi, qu'on ne soit pas dans l'insulte, dans le dénigrement, dans la diffamation, la liberté d'expression sur le dessin d'un humoriste, y compris dans des situations tragiques ou douloureuses, est totalement légale et totalement acceptable. Ce que disait le professeur Choron, nous on est là, on est un journal bête et méchant, on est là pour faire peur, on est là pour choquer. C'est leur mission, c'est l'ADN de ce journal, il l'a payé très cher, on le sait, je le redisais encore hier, mais si on va sur ce terrain où on considère que l'on est choqué et que ce dessin est intervenu trop tôt, un mauvais moment, c'était le jour des obsèques, je rappelle tout simplement le dessin, on voit deux jeunes qui descendent en skiant et le titre c'est Les Brûlés font du ski par allusion au film Les Bronzés font du ski. Bon goût, mauvais goût, d'accord, c'est un dessin caricatural fait par un dessinateur humoristique. Si on rentre sur ce terrain-là, nous apportons de l'eau au moulin de ceux qui disent on ne peut pas faire de dessin sur les religions, on ne peut pas faire de dessin sur l'islam. Et quelque part, on se souvient de la polémique à l'époque, après le massacre de Charlie Hebdo et la polémique qui avait suivi également ce journal danois qui avait montré diffusé et publié des caricatures de Mahomet, lorsque des intellectuels, des démocrates, des républicains avaient dit oui mais quand même attention, c'est la religion, il y a un seuil à ne pas franchir, il y a des limites à ne pas franchir. Eh bien, pas en France. En France, on franchit ces limites. La provocation, l'humour, la caricature, quelle qu'elle soit, l'irrévérence, j'allais dire même le blasphème. Le blasphème est autorisé en France, en République française, pourvu qu'il n'y ait pas de diffamation. Au blasphème, on peut comparer effectivement une blessure familiale par rapport à des gens qui sont morts dans des situations tragiques. On a le droit de dessiner, on a le droit de dire, et nous défendrons les gens qui disent « je suis blessé, je suis choqué, je trouve ce dessin déplacé, de mauvais goût ». C'est totalement autorisé de le dire, moralement il n'y a aucun problème, mais pour autant, la République française tant qu'elle sera République française, au nom des valeurs qui la conduisent, au nom de ceux qui sont morts pour défendre cette liberté d'expression et surtout au nom des journalistes et des dessinateurs qui sont morts pour avoir dessiné des dessins désormais considérés comme interdits et qui engendrent la mort s'ils ont été assassinés pour avoir fait des dessins, juste un dessin se faire mitrailler, eh bien au nom de ces valeurs, je pense qu'il ne faut pas négocier la liberté d'expression et que toutes les caricatures françaises en France, dans la presse française, sont légales en République française, pour l'instant tolérées, acceptables, et on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Puisqu'on est dans la caricature, on va revenir sur les propos du président algérien Tebboune, qui a donc annoncé qui a donc en tout cas appelé les ressortissants algériens en situation précaire ou illégale à revenir sur le territoire algérien, mais à certaines conditions. On en parlera avec Arnaud Benedetti. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en appelant au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Tandis que l'Elysée réfléchit à la création d'un haut commissariat à la diversité et aux diasporas, on en parlait hier, visant à fédérer toutes les diasporas de France, surtout les diasporas africaines, pour contrer la vision trumpienne de l'Europe et la guerre des civilisations qui se prépare. De son côté, le président algérien Tebboune appelle tous ses ressortissants en situation illégale ou précaire éparpillés dans les pays étrangers à revenir en Algérie, tous, sauf les délinquants et les criminels. On en parle avec le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour. Bonjour Arnaud de Benedetti, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui avec nous. Je voulais vous poser la question, est-ce que la fermeté dont la France a pu faire preuve parfois, pas toujours, a porté ses fruits, et le président de la République algérienne, Monsieur Tebboune, suggère à ses ressortissants, va faire un décret disant qu'ils peuvent revenir en Algérie dans certaines conditions. Il parle des délinquants qui n'ont pas commis des choses trop graves, les autres non. Est-ce que pour autant c'est un signe que vous considérez comme un signe d'apaisement, un signe d'ouverture, je ne veux pas dire un signe de soumission, il faut l'interpréter comme ça, ou c'est tout simplement une forme de provocation? C'est un piège. C'est un piège parce que d'abord, il faut rappeler que le Parlement algérien a voté, il y a de cela 15 jours, une loi qui criminalise
la colonisation française. Donc on voit bien que l'état d'esprit de l'État algérien n'est pas manifestement à l'apaisement, puisqu'il fait déjà de l'enjeu mémoriel. Merci Macron. Merci Macron, Arnaud. Un enjeu de conflictualité avec l'État français, avec la France. Évidemment, le président de la République, lorsqu'il était candidat, avait malheureusement ouvert une boîte de Pandore dans laquelle se sont largement engouffrées les autorités algériennes. Après, il faut vraiment lire cette disposition qu'a proposée le président Tebboune à l'aune finalement de la stratégie qui est la sienne, parce que ces gens qui ont traversé la Méditerranée et qui n'ont pas de papier sont venus en France pour trouver une vie meilleure, et leur intention n'est certainement pas de revenir en Algérie. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avait souligné qu'un certain nombre de consulats algériens fournissaient des passeports algériens à des personnes qui étaient en situation irrégulière en France. Alors vous savez que les accords de 68 permettent à qui dispose de papiers algériens, visa et évidemment passeport algérien, de pouvoir par exemple ouvrir une entreprise. En France, évidemment, en France. Donc, ce qui est vraisemblable, et il suffit de lire par exemple ce que dit Xavier Driancourt, il a publié dans notre revue, dans la Nouvelle Revue Politique, un papier très intéressant hier sur le sujet, c'est que vraisemblablement les consulats vont pouvoir délivrer à ces gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de passeport algérien, en l'occurrence des passeports algériens, que ces passeports algériens leur permettront éventuellement d'ouvrir la voie à une éventuelle régularisation en France, voire en tout cas en la matière, par exemple, en effet, d'ouvrir une entreprise pour s'installer définitivement en France. Donc il n'y a aucune raison pour eux, en l'occurrence, de revenir en Algérie, d'autant plus qu'il y a une clause, je rappelle, importante qu'a indiqué le président algérien, c'est que ils ne pourront pas, il y a une clause de non-récidive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils puissent, en effet, une fois qu'ils sont revenus en Algérie, repartir en France. Donc, si vous voulez, on est là plutôt dans un jeu qui consiste vraisemblablement du côté du pouvoir algérien, mais il a l'habitude de cela, d'instrumentaliser justement ces personnes en situation irrégulière pour finalement les ériger en levier de tension vis-à-vis des autorités françaises. Je crois que c'est comme ça qu'il faut lire l'initiative du président Tebboune. Donc Arnaud Benedetti, ça ne peut être en aucun cas une idée politique algérienne de faire revenir des gens qui pourraient manquer au pays, parce que c'est pas forcément des talents, c'est pas forcément des universitaires, ce ne sont pas des gens qui manquent à la société algérienne, si je comprends bien, ces gens qui sont en situation de délinquance. La réalité, c'est que si vous voulez, l'immigration algérienne est une nécessité vers la France, ou ailleurs, vers la France principalement, est une nécessité pour le pouvoir algérien. Parce que c'est un sas de décompression, en l'occurrence. Les gens partent pour trouver une vie meilleure. Donc c'est quelque part une bombe à fragmentation sociale dont on limite les effets, parce que tout simplement, les gens partent et on ne les a plus sur place. Donc il faut bien comprendre que pour les autorités algériennes, politiquement, socialement, dans la situation qui est très complexe aujourd'hui en Algérie, je rappelle qu'il y a un mouvement social en Algérie qui a commencé sur les transporteurs, on en parle peu aujourd'hui en France, mais qui a commencé sur les transporteurs privés il y a quelques jours. Ils n'ont objectivement, politiquement, aucun intérêt à faire revenir ces gens en Algérie, mais par contre, ils ont intérêt, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs depuis le Irak, depuis la fin du Irak 2019-2020 et la réélection de Tebboune, ils ont intérêt, par contre, à instrumentaliser une partie des Algériens en France au service de leur cause. C'est ce qu'ils ont fait encore tout récemment. Enfin, ce que vous signalez là, Arnaud, c'est qu'il y aura un effet secondaire, il peut y avoir un accident collatéral qui ça va être plus de régularisation de ressortissants algériens dont la France ne veut pas. Par cette mesure, les ambassades et l'ambassade et les consulats d'Algérie vont délivrer plus de passeports. Donc oui, on va avoir de plus en plus... Oui. C'est ce qu'il faisait déjà, c'est ce que Bruno Avec l'accord de 68, oui. Oui, voilà, Bruno Retailleau avait levé le lièvre, il avait identifié 3 consulats, je crois que c'était le consulat de Toulouse, le consulat de Strasbourg, le consulat de Besançon, entre autres, qui avaient procédé en effet à la délivrance de passeports algériens à des Algériens qui étaient en situation irrégulière en France. Donc, en effet, c'est plutôt dans cette perspective qu'il faut lire l'initiative du président Tebboune. Alors après, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il y aura régularisation automatique, évidemment, des autorités françaises qui, quand même, je le pense aujourd'hui, compte tenu de la situation extrêmement tendue avec l'Algérie, ne sont certainement pas enclines à se lancer dans une
politique de régularisation, mais en tout cas, ce qui permet manifestement à ces Algériens d'avoir des papiers et de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de possibilités que leur offrent les accords de 68, dont une partie de la classe politique souhaite l'abrogation et la dénonciation. Je rappelle que le Parlement, d'ailleurs, a voté à une proposition de résolution au mois de novembre dernier demandant la fin de ces accords. Arnaud Benedetti, est-ce que le gouvernement peut, saisir la balle au bon, répliquer de façon pertinente et faciliter le retour de ces ressortissants algériens en délicatesse avec la France vers l'Algérie? Est-ce qu'il peut y avoir Vous savez déjà qu'on a un gros problème avec l'Algérie, c'est les OQTF. Déjà, puisque l'Algérie refuse de délivrer des laissez-passer consulaires pour tout un ensemble d'OQTF, et que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui, sauf à trouver une tierce partie qui pourrait les accueillir, mais ce n'est pas la politique de la France en la matière, nous n'avons pas les moyens de renvoyer ces OQTF en Algérie. Donc on imagine bien que des gens qui sont en situation irrégulière mais qui ne sont pas l'objet d'une OQTF, il est encore plus difficile vraisemblablement de les renvoyer en Algérie. Sauf que Arnaud Benedetti, les dispositions auxquelles font allusion Abdelmajid Tebboune permet justement à certains OQTF qui vont rentrer dans le cadre de la définition de Tebboune. Oui, alors ça en effet, c'est la façon dont on a accueilli cela en France, c'est-à-dire en disant la lecture, qui a été plus ou moins la lecture officielle de cette initiative de Tebboune, ça a été de dire, vous voyez, ils essayent un peu de décrisper la situation vis-à-vis de la France. La réalité, c'est que vous savez, les Algériens d'abord connaissent très bien la vie politique française, connaissent très bien nos fragilités, connaissent très bien nos faiblesses, et du point de vue politique et cynique, ont un talent certain pour très souvent dire et faire le contraire de ce qu'ils disent. Et je crois qu'ils nous ont déjà montré que, si vous voulez, cette duplicité permanente, duplicité d'État au service de leur stratégie, atteignait très souvent son but malheureusement en France, parce que nous n'avions pas les moyens ou la capacité ou la volonté de lire leurs véritables intentions derrière leurs annonces. Arnaud Benedetti, Maud Koffler signalait en introduction que le président de la République vient de lancer ce haut commissariat à la diversité et à la diaspora. C'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous amuse, qui vous consterne ? Écoutez, je ne comprends que trop cette initiative, ou je ne la comprends pas du tout. Je ne comprends que trop parce que, en l'occurrence, en effet, c'est une initiative qui correspond finalement au logiciel intellectuel d'Emmanuel Macron, qui n'est pas un logiciel qui est, indexé sur la vision républicaine universaliste qui est la nôtre. Est-ce qu'il lève le voile ? Est-ce que je peux me permettre de dire qu'il lève le voile ? Non, mais il faut se rappeler, et vous le savez très bien, vous êtes un excellent observateur également de la vie politique. Souvenez-vous des déclarations qu'il faisait en 2017 lors de sa campagne présidentielle à Marseille, où il exaltait finalement les communautés dans un propos enflammé. Il a une vision très anglo-saxonne qu'il a, disons, mise de côté ensuite, au fur et à mesure de l'évolution de son mandat, parce qu'il a été rattrapé par le réel, et tout se passe comme si en fin de mandat, il était rattrapé à nouveau par, ce prurite qui est plutôt anglo-saxon dans sa vision de ce qu'on appelle de manière très galvaudée le vivre ensemble. Voilà. Mais je ne le comprends pas parce que, si vous voulez, en effet, en l'occurrence, au moment où nous avons besoin de réaffirmer un certain nombre de principes fondamentaux qui sont les principes d'une nation républicaine où on est citoyen parce que nous sommes d'abord, faisant partie de ce contrat social en dehors de nos origines. En effet, là, on ne peut pas le comprendre quand on est attaché à cette vision de la République universaliste. Arnaud, pour faire un peu d'ironie, est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon va dire à Emmanuel Macron, dis donc, la créolisation, c'est moi, c'est mon idée. Tu vas pas commencer à mettre tes pieds sur mes pattes-bandes, parce qu'on se demande à un moment donné quelle est la nuance. Mais vous avez raison, vous avez parfaitement raison, parce que moi j'ai toujours considéré qu'il y avait un point commun entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils sont l'un et l'autre des adeptes finalement, alors sur des segments différents, quoique pas toujours, d'une mondialisation qui est non régulée. Et oui. Du côté, en effet, économique, du côté d'Emmanuel Macron, mais aussi du côté du contrôle de la politique migratoire, et évidemment, pas du côté économique, du côté de Jean-Luc Mélenchon, mais du point de vue de la politique migratoire. Donc, il participe, si vous voulez, à cette forge néo-progressiste qui tourne le dos, d'ailleurs, à la vision progressiste classique, traditionnelle, républicaine dont on a parlé, et qui s'engouffre dans une vision qui est une vision très dérégulatrice et où, finalement, la notion de transmission, la notion de principes fondamentaux est mise de côté au service des impacts de cette mondialisation.
Écoutez Arnaud Benedetti, je pense qu'on se rapproche de plus en plus de l'inquiétude du général de Gaulle. C'est plus colomber les 2 mosquées, c'est colomber les 3 mosquées et d'autres signes. C'est pas la République, on est d'accord. La République unie indivisible avec le projet de destin commun, c'est pas ça la France. La République, c'est un contrat. C'est un contrat. On a mis des siècles et des siècles pour construire une nation unifiée. C'est l'État qui, en France, a construit la nation, pardon. Vous savez la fameuse phrase de Mirabeau à la veille de la Révolution, ou au moment de la Révolution, au début de la Révolution, il dit « La France est un agrégat de peuples désunis ». Oui. Et c'est ce qui était la réalité d'une certaine manière. Hein. Il y avait des langues différentes, des patois différents, des traditions et des cultures. Et la Révolution, finalement, a parachevé l'œuvre d'une certaine manière, d'ailleurs, des monarques qui avaient commencé par construire l'État, parce que l'État en France, c'est la monarchie, il ne faut jamais l'oublier. Mais ils avaient réussi, finalement, à travers la notion de nation et de citoyenneté, progressivement, avec le processus républicain, à construire une nation une et indivisible. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement, avec les propos d'un certain nombre de responsables politiques, dont le président de la République, dans un détricotage de cet héritage. Bon, et on va essayer de la préserver quand même, et on aura besoin de vos lumières, mon cher Arnaud, pour suivre ce dossier. À très bientôt, bonne journée. Allez, on passe aux perles et on attend vos appels au 0826 300 300 sur Sud Radio. Et puis dans un instant, nous recevrons le vice-président de la FNSEA pour parler de la mobilisation énorme qui a eu lieu hier à Paris et dans le reste de la France. À tout de suite. 14h16. Et Quick, après Five Guys, un autre géant de la malbouffe passe au halal. Oui, Maud, KFC, donc le poulet américain, a décidé de transférer ou de transformer, je ne sais pas, ou de reconvertir 24 de ses 404 restaurants en France en cuisine, en alimentation halal. C'est tout à fait son droit. Hein. On entre tout de suite dans le commissariat à la diversité et aux diasporas. Donc KFC, c'est quand même un des symboles de la malbouffe venue d'outre-Atlantique. Et le fait qu'il y ait des restaurants KFC halal signifie, et ça vaudrait aussi pour la cache-route, pour le cachère, je pensais que ces qualifications religieuses, confessionnelles, donnaient un certain niveau, peut-être pas qualitatif alimentaire, mais un niveau un peu sacré de respect d'une croyance assez rituel, à ces codes alimentaires, et on se rend compte que non, ça peut s'appliquer à ce qui incarne peut-être ce que quelque part l'islam contestataire dénonce comme étant le grand Satan. C'est-à-dire l'Amérique, ce monde de consommation, et de la part de KFC, je ne sais pas s'ils visent juste, je ne sais pas si ça va rassurer les musulmans, de leur dire on fait de la malbouffe, mais vous pouvez venir un peu plus nombreux, puisque vous aurez maintenant de la malbouffe halal. Ça veut donc dire que... Vous savez, je crois pas qu'ils aient attendu que ce soit halal pour aller se nourrir très mal dans ces fast-food. Justement, mais là, jusque-là, ça va très bien, on est dans un consumérisme normal. Là, c'est un consumérisme avec de la malbouffe, et on la promeut en disant on va s'aligner sur vos codes religieux. Je ne sais pas s'il ne va pas soulever un débat. Enfin, en tout cas, ça mérite d'être signalé. Et je serais curieux d'avoir l'avis de certains imams en France, ou de musulmans tout simplement pratiquants, savoir est-ce que ça les rassure de savoir que ce code alimentaire halal qui correspond à des valeurs, qui correspond à des normes, eh bien, on peut l'attribuer, on peut décréter soi-même, quand on est Quick, quand on est KFC, je fais du halal. Je suis très étonné par cette pratique. C'est comme une boulangerie qui se met sans gluten. Vous savez, c'est juste une réglementation. Oui, le sans gluten, c'est une norme alimentaire parce qu'il y a des gens qui sont allergiques. Oui, mais dans le procédé, c'est exactement la même façon. Mais là, halal, ça veut dire quelque chose de conforme à la loi religieuse. Est-ce que les poulets KFC, quand on voit les conditions d'élevage et de production et de préparation, je dis pas que c'est mortel, je dis que c'est de la malbouffe. Voilà. Ensuite, elle a le droit d'exister et elle existera longtemps parce qu'elle a un succès fou. De là à lui attribuer le label halal, ou ça pourrait être le label cachère, je ne sais pas, je veux dire tout simplement que ça m'interroge, voilà. Oui. Et je ne doute pas, d'ailleurs, si des auditeurs veulent nous appeler au 0826 300 300 pour nous donner leur avis là-dessus, on est preneur parce que ça me surprend toujours ce symbole d'évolution. On ouvre à la diversité, mais la diversité, c'est pas du tout ça. En tout cas, c'est pas lui rendre service.
2 skieurs sont morts emportés dans des avalanches en Savoie ce week-end. 4 autres auraient pu y rester hier, toujours à cause d'une avalanche. Mais que se passe-t-il, Perico ? Eh bien, le ski hors piste, vous savez, c'est la liberté, c'est l'individualisme. Moi, je vais pas respecter. Alors, je respecte pas les codes de la route, je ne respecte pas les codes sur les stupéfiants ou sur le tabac ou sur l'alcool. Je fais ce que je veux, je suis un être libre. Et là, on va en montagne. Évidemment, on n'a pas envie de se mêler avec la masse sur les territoires et sur les itinéraires et sur les parcours indiqués. La montagne est à moi, vous savez, voilà, c'est DiCaprio devant le Titanic, le monde est à moi. Et là, c'est la montagne est à moi, je me lance, sauf que ça provoque des catastrophes, d'abord environnementales, et puis ensuite des mortelles. Alors, ils seraient seuls à assumer leurs responsabilités. Ils sont ensevelis, mais c'est que tout cela déploie un dispositif de gendarmerie, de secours public, d'assistance qui coûte une fortune. Ça crée un malaise partout. Voilà. Donc, est-ce qu'il va falloir maintenant contrôler la montagne avec des, je sais pas comment faire. Il y a déjà des contrôles. Hein, oui, en fait. mais est-ce qu'on va mettre, on va pas mettre un gendarme à chaque sapin, quoi. Non, mais imaginez que, et c'est un sujet qui a été soulevé plusieurs fois, imaginez que les législateurs disent, écoutez, si vous prenez sciemment un risque et que vous sortez de la loi, eh bien vous vous débrouillerez seul pour en assumer les conséquences. La collectivité viendra c'est pas. Impossible. Je sais bien, mais en tout cas, le débat est posé. Enfin, c'est un signe des temps. Oui. Fais ce que voudra, et puis après moi le déluge. De plus en plus de policiers se syndiquent, on le savait, et certains se lancent même en politique, un phénomène qui prend de l'ampleur, Perico. Oui, alors on sait très bien qu'il y a une carence, j'allais dire, de population municipale, c'est pas population, de candidats à l'élection municipale. On manque de maires, et on sait que c'est une mission, que c'est un mandat difficile, parce que les gens, les élus municipaux vous disent on se fait agresser, on se fait insulter. C'est vrai qu'ils sont les premiers en première ligne, ils sont les interlocuteurs de la population vis-à-vis des pouvoirs publics, et c'est les premiers auxquels on s'en prend quand il y a un problème. Donc on a moins de gens qui veulent se présenter aux élections municipales, et on a des communes où il y aura peut-être pas de maire. Enfin, c'est le problème du ministère de l'Intérieur. Donc les policiers qui étaient censés appliquer la loi, voyant que souvent quand la loi est appliquée, finalement ça se traduit par que la loi n'est pas appliquée puisque les gens sont relâchés ou sont condamnés à des peines dérisoires. Ils se disent si on passait du côté scène ou du côté coulisses, on va se lancer dans l'action municipale. Rien ne leur interdit d'être un jour député ou sénateur, mais puisqu'il y a une carence de personnel municipal, on a des policiers qui prennent leur retraite. On peut la prendre assez jeune d'ailleurs. C'est pas un reproche que je fais, c'est un constat. Et du coup, on va continuer à servir le pays, on va continuer à être utile à la société, et on va se lancer dans l'aventure municipale, et on dirigera des mairies. Je rappelle que le maire, avec le président de la République, est le mandat électoral qui en France a le plus de pouvoir. Et vous avez vraiment des maires, quand ils s'y prennent bien, qui peuvent changer le destin et le quotidien de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens. Donc bienvenue à ces policiers qui vont compléter les carences, j'allais dire, du personnel municipal, et on leur souhaite bonne chance s'ils deviennent un jour maire des communes auxquelles les citoyens auront confié le destin. Si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Paul Belmondo, le fils de Jean-Paul Belmondo, s'est indigné sur les réseaux sociaux lundi. Pourquoi, Maud ? Pourquoi s'est-il indigné ? C'est un peu la rançon de la gloire, même si moralement ça se discute. Mais Paul Belmondo s'est indigné de voir paraître le faire-part des obsèques de 2 membres de sa famille sur l'application de vente Vinted. Au départ, je pensais que c'était le faire-part des obsèques de Jean-Paul Belmondo. Moi mais aussi. non. On aurait même plutôt imaginé ça. Mais vous allez voir, c'est quand même assez curieux. Au milieu des culottes et des mangas, c'est vrai que ça fait un peu tâche. Il s'agissait des obsèques de l'une de ses sœurs, Patricia, et d'une aïeule. Il écrit sur son compte Instagram: on touche le fond des toilettes, jusqu'où les gens sont-ils prêts à aller pour gagner de l'argent? Paul Belmondo a également interpellé la plateforme Vinted pour leur demander d'empêcher cette vente. Alors l'annonce n'est depuis plus disponible. Je rappelle que sa sœur Patricia Belmondo est morte à seulement 40 ans dans l'incendie de son appartement à Paris en 93. Elle était l'aînée des 4 enfants de Jean-Paul Belmondo. Mais en fait, c'est horrible de dire ça, mais c'est presque normal d'une certaine manière. En fait, tout ce qui touche à la famille, que ce soit Belmondo, Delon, toute autre personnalité publique, on sait que ce genre de choses peut se retrouver en vente sur Internet. Ce sont des objets qui relèvent de la notoriété, de la célébrité de personnages très connus, effectivement. Mais enfin, ça veut dire... Patricia Belmondo et une aïeule, qu'on ne connaît pas, quoi. Je veux dire, c'est bizarre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, grâce ou à cause des réseaux sociaux, on peut mercantiliser
symboliser des symboles personnels, des symboles affectifs. Voilà. Vous me laisserez quelque chose quand vous serez plus là, que je puisse vendre sur eBay, bien votre sûr. portable. Bien sûr. Mon portable, il ne vaut pas grand-chose, mais je vais vous trouver quelque chose, Perico. Vous faites un petit choix parce que quand même, et je vous livrerai de même, voilà, j'ai souvent des Kleenex. Un petit Kleenex, parce que je me mouche beaucoup. Vous savez, une fois, je me suis mouché en direct, vous avez vu. Voilà, donc je vous laisserai mon Kleenex, vous le mettrez sur eBay. C'est dégoûtant, merci beaucoup. Mais vous dépenserez l'argent à bon escient, ma chère. Bien sûr. Un sujet plus sérieux, une association a décidé de porter secours aux sans-abri face au grand froid. Oui, tout à fait. On voit ces sans-abri. C'est dans quelle commune? Rappelez-moi. Je ne l'ai pas en tête là. Je crois que c'était dans l'Est. Donc ce sont des petites tentes. Vous savez, comme on voit ces tentes de SDF qui ont été mis à disposition gratuitement par cette association. Alors bon, ça soulève une polémique parce qu'on dit non. Ce que sur les réseaux sociaux, on voit la réponse. Les gens disent non. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un vrai logement. Mais je suis désolé. Le logement, ça relève des autorités publiques, des municipalités, des départements, de l'État à la rigueur pour loger les gens qui sont dans la rue quand il fait un grand froid. Et là, moi, personnellement, je ne demande pas à ce qu'on partage mon avis. Je trouve exemplaire que cette association caritative mette gratuitement à disposition des SDF en termes de grand froid. C'est pas idéal. C'est une petite tente thermique dans laquelle au moins ils peuvent éviter de... Oui, mais vous voyez, là où je rejoins, et je pense que vous êtes d'accord, les internautes qui s'indignent un peu de ça et qui font un parallèle avec la possibilité d'avoir un logement, c'est qu'en fait, on en est réduit à ça, quoi. On est obligé aujourd'hui d'avoir des associations, et heureusement, et merci à eux, mais d'installer des tentes thermiques, comme pour les installer définitivement dans la rue. C'est dramatique. Vous avez raison, c'est le problème des pouvoirs publics, pas le problème des associations, qu'on remercie d'avoir eu ce geste de compassion et de générosité. Et puis, si vous en avez marre des grands discours politiques, des promesses jamais tenues, des résolutions en carton, eh bien rassurez-vous, même les députés pètent les plombs. Bon, et là, c'est une habitude qu'a pris le député Carl Olive, qui désormais pousse la chansonnette. On vous laisse vous faire votre avis. Vous voulez dire un mot avant, Perico ? Non, on écoute. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font... Eh bien écoutez, nouvelle carrière, cet homme a tous les talents. Carl Olive, on le sait sur les plateaux télé, c'est quelqu'un qui a toujours des idées originales, qui a de la verve. Eh bien je pense que la France, qui est en manque de candidats, pourra le présenter au concours de l'Eurovision, et je ne doute pas que ce cher Carl Olive aura les chances de l'emporter, et ça nous fera beaucoup de bien. Vu notre statut à l'Eurovision, voilà, je pense qu'on peut y aller. En plus du balavoine, c'est magnifique, j'adore cette chanson, et il a un petit accompagnement, mais il la chante très bien. Un peu truqué, mais c'est pas mal. Bravo Carl. Allez, bravo Carl Olive. Dans un instant, tout de suite, après cette petite pause, nous recevrons le vice-président de la FNSEA, Lux Messard, qui était hier devant l'Assemblée nationale en tracteur avec plus de 300 autres agriculteurs, 300 autres tracteurs. Si vous avez aperçu ces tracteurs, si vous avez un avis sur la question, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. 300 tracteurs de la FNSEA et des jeunes agriculteurs sont entrés dans Paris hier matin, un cortège bruyant pour faire entendre ceux qui n'ont plus de voix après avoir hurlé leur détresse, leurs attentes, leurs espoirs face aux conséquences de la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur. Le vice-président de la FNSEA, Lux Messard, était hier devant l'Assemblée nationale. Il est aujourd'hui avec nous en direct de son exploitation et on voit un très beau tracteur hier qui a bien bossé hier, je crois. Lux Messard, bonjour. Bonjour. Oui, il a bien travaillé parce que son rôle, c'est plutôt d'être dans la ferme. Il vient de revenir. On est parti à 2h du matin. On vient de rentrer. Le Nord-Pas-de-Calais roule encore. Mais oui, on a eu enfin des 4 éléments concrets. Alors, il y a une mesure qui ne nous suffit pas assez. Voilà, on n'est jamais content, vous allez dire, mais on a obtenu quelques éléments qui vont permettre à nos agriculteurs de revoir des choses vraiment concrètes dans le corps de ferme. Et puis, surtout, ramener aussi de la trésorerie. Et on n'a pas passé la nuit parce que à minuit, on était encore avec la ministre de l'Agriculture pour aller chercher les prêts de consolidation qui étaient tant attendus par les grandes cultures et la viticulture. Bonjour Lux Messard, merci d'être sur Sud Radio. Je vois que vous êtes dans votre exploitation. Je voudrais parler un petit peu de vous. Vous êtes donc dans l'Oise, c'est la terre de Picardie, hein, à cet endroit-là. Quelle est la commune où vous êtes ? C'est Roy-Boissy, c'est l'un des plus beaux villages de France. Ben oui. Je suis donc en polyculture, élevage laitier. Je suis installé avec mon fils qui s'est installé il y a 2 ans, Alexandre, et il a planté 2 hectares de vignes. Donc on va aussi produire de la vigne très rapidement. Du cépage en blanc, en rouge, en blanc, en blanc. Ouais, un petit peu de tout, du pinot, du chardonnay, du chenin. Les céréales, c'est quoi vos céréales ? Les céréales, c'est des blés, de l'orge, un peu de colza, un petit peu de betterave sucrière, du lin,
On fait aussi du maïs, de l'herbe pour les vaches. Et essentiellement, on est dans une zone très bocagère. La race laitière, c'est de la Primolstein que vous avez ou... Alors, c'est de la Primolstein avec un peu de croisée normande, un peu de croisée montbéliarde. Oh, très bien. Puis, ça donne du bon lait. Ah, le lait, il est excellent, il s'en va chez Danone juste à côté. Bon, je voulais préciser ça, Lux Messart, on est un peu hors sujet, pour dire que tout vice-président de la FNSEA que vous êtes un paysan sur le terrain, sur sa terre et vos tracteurs, et vous êtes mobilisé. Donc vous étiez hier dans Paris, forte mobilisation. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a plus vu des mobilisations d'autres formations syndicales. Hein. Je ne fais pas de jugement de valeur. Là, vous étiez très impliqué au cœur de la capitale, vous étiez devant l'Assemblée nationale. Est-ce que vous estimez satisfait de la décision du Premier ministre de demander à Madame Annie Genevard de faire une loi d'urgence de l'agriculture? C'est de la poudre aux yeux ou vous pensez qu'on peut en espérer quelque chose? Alors, sur la loi d'urgence, c'est parce que comme on est en France, on sait bien que aujourd'hui, ça doit passer par des textes. Alors, on voit bien on a un gouvernement qui est très chahuté, l'Assemblée nationale aussi. Ce qui est fort, c'est que c'est une loi d'urgence comme on a fait pour Notre-Dame, hein, la capacité de rebâtir l'agriculture dans moins de 5 ans. Elle a 50 jours, hein, le salon de l'agriculture pour déposer la loi. Donc enfin, les ministres, le gouvernement, j'espère que ne sera pas pris au piège, mais doit tenir son engagement, parce qu'on voit bien aujourd'hui, hier soir, c'était très tendu pour lever ou pas le barrage. On a passé la nuit et on a voté à un moment donné parce que les gens ne croient plus en la parole publique, mais pour certains éléments, si on passe pas par la loi, si on décoche pas certains textes, on continue à nous garder tous ces boulets qui nous font des charges et qui nous amènent surtout pas de revenus. Enfin, Lux Messart, vous vous souvenez, on parle de loi d'urgence, un 13 janvier 2026, d'accord, vous vous souvenez de Gabriel Attal sur sa meule de foin dans le sud-ouest, on était dans l'urgence, le ministère précédent c'était dans l'urgence, on vous promet de l'urgence, on vous promet des lois, mais enfin, je suis désolé, on a quand même l'impression, je ne dis pas que le gouvernement n'est pas soucieux de résoudre cette crise, mais enfin, on est quand même dans la déclaration et dans l'incantation, beaucoup plus que dans l'application des faits et dans la prise de mesures efficaces et courageuses, vous êtes d'accord? D'accord, c'est que quand il faut 2 ans pour se rendre compte que on marche à l'envers. Hier, le conseiller agricole de Sébastien Lecornu nous dit la directive nitrate, elle est inapplicable et elle est illisible. Il nous le dit. Il était directeur régional de l'agriculture en Bretagne. Oui. Mais quand il nous dit ça, mais je lui dis alors on décoche, on fait une pause. Il dit oui, mais on dépend cette directive nitrate dépend de Bruxelles. Il faudra aller décocher à Bruxelles. Alors je lui dis raison de plus. La semaine prochaine, on sera à Strasbourg. Donc, mais voyez pas. Et quelle est la par rapport à ça, c'est un des points qui ne nous va pas d'hier soir, c'est on va dire au préfet de faire des dérogations, mais on va pas vivre en dérogation permanente. Un agriculteur, ça a besoin de visibilité. Quand on un petit veau qui vient naître, il va donner du lait dans 3 ans. Donc à un moment donné, on peut pas comme ça nous dire peut-être que si votre préfet est gentil, vous aurez une dérogation. Là où c'est tendu, vous aurez pas de dérogation. Puis en même temps, on va nous dire mais vous avez été manifesté, donc on vous donnera pas la dérogation. Non, c'est pas possible. Je sais que dans l'Oise, on travaille en responsabilité, mais à un moment donné, on a besoin de textes et surtout on peut pas avoir des lois. Parce que vous avez raison, c'est qu'il y a 2 ans, Gabriel Attal nous a fait un ensemble, une litanie de promesses. Mais que derrière, il y a des éléments, on n'a toujours pas de décret, on n'a toujours pas l'application. Donc c'est pour ça que quand on est agriculteur, je pense à tous ces jeunes qui étaient hier devant l'Assemblée nationale, ils nous disent on ne croit plus en tout ça. Mais à un moment donné, nous, on fait partie de ces gens responsables qui disent il faut que ça change. Et on a hier vu la moitié des députés qui sont venus, qui sont sortis, c'est bien, ça leur fait du bien de l'hémicycle. Et ils sont venus nous voir, ils sont sortis juste à la porte de l'Assemblée nationale, ils ont discuté avec ces jeunes. Quand je vous parlais tout à l'heure de ramener de la trésorerie, on vient de vivre 2 années très compliquées en viticulture et en grande culture. Mais il faut des prêts de consolidation, mais il ne suffit pas de les promettre. Il faut absolument que le banquier il dise oui, là, ok, maintenant on le met en place. Parce que sinon, derrière, c'est une pression mentale qui n'est pas possible. Lux Messart, sur Sud Radio, on est dans le parlons vrai. On va parler vrai. Ils se foutent de votre gueule. Enfin, entendez, à un moment donné, je veux bien et j'ai du respect pour les institutions de la République, mais depuis le temps qu'on entend des promesses, des mesures d'urgence, cette fois-ci, là, vous croyez pas que la colère va être absolument massive et qu'ils vont aboutir à ce qui était difficile, à j'allais dire, un rassemblement, une fédération de tous les mouvements syndicaux agricoles qui vont se rassembler. Est-ce que vous pensez que ça peut finir comme ça ?
Moi, je vais encore y croire. Mais on n'en est pas loin. Hein. On est à ce moment de bascule. Il faut pas qu'ils nous prennent pour j'allais dire pour des cons, hein, pour dire parce que on passe pas du temps comme ça pour que derrière les engagements ne soient pas transmis en fait. C'est pour ça que nous on est persuadés, je suis assez d'accord avec vous que jusqu'au présidentiel il va plus rien se passer. Mais donc à un moment donné on appuie sur pause. Si on n'est pas capable de changer le logiciel, on appuie sur ce fameux dossier pause. C'est ce qu'on a obtenu sur l'eau, qu'on arrête de nous emmerder à des directives qui n'ont pas d'application, qu'on puisse enfin avoir des éléments en termes de fiscalité pour alléger la barque du poids fiscal de nos exploitations. Donc, pour nous porter jusqu'en 2027, les présidentielles, les législatives, et puis en même temps, il faut regarder le moyen long terme, et là, ça sera dans le cadre des promesses ou des engagements du candidat à la future présidentielle. Nous porterons un vrai projet, une vraie vision pour que demain, on continue à produire notre alimentation sur tous les territoires. Je sais que Sud Radio y est très attaché. C'est indispensable. C'est-à-dire que derrière, c'est l'emploi, c'est l'environnement, c'est aussi l'entretien du territoire. Et on va dire qu'un exemple, hein, dans l'Aude, pourquoi il y a eu 16 000 hectares qu'on cramait? Parce qu'à un moment donné, on a arrêté de produire à la vigne, on a arrêté de faire de la production agricole. Oui. Oui, oui. Luc Smestard, je vous trouve quand même gentil, patient, j'allais dire presque résilient. Est-ce que vous pensez pas qu'à un moment donné, on voit bien que ce sont les mobilisations qui payent et que ce sont les coups de force qui obtiennent le meilleur résultat. Est-ce que vous pensez pas que vous devriez monter d'un cran à un moment donné, mais alors avec les autres syndicats pour faire comprendre à ce gouvernement, parce qu'on n'a pas saisi qu'on était au bout du rouleau. L'agriculture, vous avez des exploitations, vous le savez mieux que moi, qui sont au bout du rouleau, qui sont sur le point de jeter l'éponge. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui que pourrait être une bonne solution qui convainque le gouvernement de prendre des résolutions courageuses? Parce que pour l'instant, c'est symbolique. Là, oui. Alors le niveau, bien sûr, c'est des avancées, c'est tout. Là où je suis d'accord avec vous, et je l'ai dit hier devant l'Assemblée nationale, on ne crèvera pas en silence, on ne se laissera pas faire. Et que malheureusement, et moi je trouve ça, j'allais dire, pas normal que dans un pays comme la France, il n'y a que le rapport de force qui fonctionne. Et c'est pour ça que demain, il y aura du monde à Lyon, demain, il y aura du monde, une grosse mobilisation à Dijon. Vendredi, il y aura des mobilisations qui vont continuer dans les ports, notamment à Dunkerque. Et je peux vous dire que la semaine prochaine, il y aura une manifestation à Strasbourg. On va en entendre parler parce que c'est pas possible de continuer comme ça à maltraiter ces paysans, maltraiter ceux qui veulent travailler en France. Et je peux vous dire que ça, on l'a dit hier. Hier, j'étais dans la délégation qui était à Matignon. Il y avait 14 personnes. Ils ont parlé avec leur trip comme je le parle là. Et je peux vous dire que je pense que ce soit le directeur de cabinet de la ministre, les conseillers qui étaient là de Monsieur Lecornu, à un moment donné, je pense qu'ils ne peuvent pas rester sans réponse à ces prises de parole où les gens disent, notamment il y avait une jeune qui était là qui disait on va pas passer notre temps à être devant l'Assemblée nationale. Nous, on veut travailler. Laissez-nous bosser. Vous êtes entendu, Luc Smestard. On vous entend, on vous suivra. Et bien entendu, vous serez présent à l'antenne puisque vous êtes toujours disponible quand on a besoin de vous pour nous raconter ce qui se passe dans la détresse, dans la souffrance agricole. À très bientôt. Merci pour votre appel. Vous restez avec nous. Nous allons recevoir Charles Gave, l'économiste. On va parler de l'euro. Est-ce que cette monnaie unique, finalement, ne risque pas d'être un fiasco au vu des premiers éléments dont on peut disposer aujourd'hui? Et vous nous appelez surtout au 0826 300 300. L'avenir de l'euro, l'importance de l'euro, c'est quelque chose qui vous touche de près. On attend vos appels. Emmanuel Galasso vous attend au téléphone. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. C'est une nouvelle force économique qui vient de naître à Bruxelles. Une Europe à 11 pays qui ont choisi une seule devise, l'euro. Ces pays sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. Puisqu'ils rentrent dans les critères que leur impose la bannière étoilée, la liste a été officiellement entérinée par le Parlement européen et les chefs d'État. Vous êtes bien sur Sud Radio. Maud Koffler et Perico Légas reçoivent l'excellent Charles Gave. On va parler d'un sujet quasiment passé inaperçu qui s'appelle l'euro. Vous savez, cette monnaie unique dont on nous avait dit qu'elle était la panacée du bonheur, de l'opulence et de l'enrichissement des peuples et des nations. Frankenstein financier. Tout à fait. Donc l'euro, on va en parler avec Charles Gave qui déjà depuis longtemps avait lui, les premiers avaient eu des doutes, mais aujourd'hui
on se rend compte que même en haut lieu et auprès d'économistes patentés, raisonnables, voilà, dans le camp de la bien-pensance, on commence à émettre un doute sur la pertinence de l'euro, non pas sur le principe d'une monnaie unique, voire d'une monnaie commune, comme M. Schmitt et M. Giscard d'Estaing l'avaient envisagé un temps, mais on se dit que quelque part, est-ce qu'elle aurait été mal pensée, mal conçue, mal adaptée, et qu'elle ne correspond pas aux attentes des peuples. Mais avant de parler de l'euro, Charles Gave, merci d'être aujourd'hui dans ce studio sur Sud Radio pour partager avec nos auditeurs ce débat, partager leurs inquiétudes et leurs interrogations, qu'ils nous appellent bien entendu au 0826 300 300. Nous répondrons à leurs questions et à leurs attentes. Vous êtes né à Alep. Oui. Je voudrais donc, vous êtes né en Syrie. Absolument. À l'époque du mandat français. Une question, on va faire juste une petite digression de quelques minutes. Oui. C'est un territoire confronté à la tragédie depuis des siècles, oui. Le Liban. Est-ce que vous pensez que la France a manqué son devoir par rapport aux chrétiens d'Orient, par rapport au rôle qu'elle aurait pu avoir, on appelait ça le Levant, et que là aussi on a démissionné alors qu'on aurait dû être présent? Oui, vous savez, le Levant, il a été sous la coupe des Turcs pendant un grand moment. Et les Turcs avaient une façon de gouverner, ils n'avaient pas une armée très très forte. Les Ottomans. Les Ottomans, oui. C'est-à-dire que ils étaient assez tolérants. Donc il y avait, par exemple, quand je suis né à Alep, il devait y avoir à peu près 30% de la population qui était chrétienne, 10 qui étaient juifs. On vivait ensemble, on vivait côte à côte. On vivait côte à côte pour une raison très simple, c'est que dès qu'il y en avait un qui faisait des bêtises, les Turcs arrivaient et tuaient tout le monde. Ah. Ce qui était une façon de calmer les ardeurs. Punition générale. Punition générale, ils ne cherchaient pas qui avait raison, qui avait tort, ils tuaient tout le monde. Et donc Bagdad était plutôt une ville juive d'ailleurs. Vous aviez comme ça des... Et la thèse de mon grand-père qui était gouverneur des Alaouites à l'époque, et qui disait qu'il voulait donner l'indépendance aux Alaouites, oui. Il disait il faut faire toute une série de petits États partout en Asie, là-bas. Au Proche-Orient. Au Proche-Orient. Et il y aurait eu un État kurde, un État juif, un État chrétien. Il était visionnaire. Non, et puis il y a le Front National Populaire qui a été élu et qui a décidé que pas du tout, il fallait faire une grande république laïque syrienne. Et on en paye... aujourd'hui les conséquences. On en paye aujourd'hui les conséquences. Avec le parti basse et la famille Assad qui s'est emparée. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est quand des erreurs historiques sont faites, on voit les conséquences 50, 100 ans après, et la plupart des gens ne sont même plus au courant de l'erreur de départ. Et quelquefois on les recommet d'ailleurs. On sait que c'est une erreur et on continue. Par exemple, faire une grande république laïque dans le monde musulman, fallait être les frères. Donc encore une grande erreur de stratégie, un manque de vision. Le Front Populaire, dans son espèce de haine qu'il avait des religions, avec une idée, c'était de mettre la religion franc-maçonne. Alors le Front Populaire a certainement apporté des avancées sociales au pays, mais là-dessus en tout cas il s'est planté. Très belle transition pour parler de l'euro, donc qui a été instauré comme une conquête. On se souvient et les référendums qui ont eu lieu, notamment celui de Maastricht, où il y avait évidemment une nouvelle définition de l'Europe. L'euro aujourd'hui, je disais tout à l'heure en introduction, Charles Gave, certains économistes éclairés, certains responsables politiques avisés concèdent. Alors ils le font pas publiquement, mais je pense que le débat va aujourd'hui s'inviter dans la vie politique française à au plus haut niveau. Concède qu'effectivement, en termes de conception, il y a peut-être quelque chose qui a été mal pensé, qu'on est peut-être passé à côté de l'objectif. Est-ce que vous avez parlé de la faillite de l'euro depuis le premier, vous avez fait un livre là-dessus? J'ai fait un livre qui s'appelait Des lions menés par des ânes, dans lequel j'expliquais que vous ne pouviez pas maintenir dans un taux de change fixe des pays qui avaient des productivités différentes, parce que, écrivais-je à l'époque, ça allait amener à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. C'était très précis. Et on se rend compte aujourd'hui que cette définition très simple, trop de maisons, trop de chômeurs, trop d'usines, c'est la réalité de ce qui est en train de ce que l'on constate aujourd'hui. Oui. Et quand on cherche la cause,
effectivement, c'est cette monnaie qui est beaucoup trop forte pour les exportations françaises, avec un déficit commercial de la balance du commerce extérieur effrayant. Et les Allemands qui vous disent, même aussi haute que ça, elle n'est pas assez haute pour nous. Donc tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Et la preuve par le ridicule, si j'ose dire, c'est la Suisse, qui a une industrie maintenant qui est plus importante en volume que l'industrie française. Et la Suisse est le seul pays en Europe qui a eu une croissance de sa production industrielle plus forte que la croissance du PIB. Et les gens me disent, on n'a pas pu exporter parce que l'euro était trop cher. Oui. Ça n'est pas vrai. Parce que le franc suisse est une monnaie très forte. C'est la monnaie la plus forte du monde. Et de très loin. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a permis à des gouvernements d'incapables d'emprunter à des taux auxquels ils n'auraient jamais dû emprunter. Et donc, ça a permis la hausse du poids de l'État dans l'économie, sans que jamais il y ait de coup de frein. Par exemple, ma chère mère, qui était une femme d'officier, mais quand il commence à y avoir des balances commerciales qui étaient déficitaires, ça l'inquiétait. Elle se disait, il va y avoir une crise sur le franc, parce qu'ils avaient vu. Et donc, on a cassé les outils qui permettaient les ajustements. Et les ajustements, ça se passait par l'intermédiaire du taux de change. Si vous voulez, le franc français a dévalué de 4 à 5% par an depuis la création du SME avec Giscard, quoi. Rappelons qu'en 58, ce qui sauve l'économie française, c'est la décision de De Gaulle, c'était Rueff, je crois, son conseiller économique. Il dévalue le franc, ce qui relance évidemment les exportations et qui relance l'économie française. Avec une monnaie unique dépendant de Bruxelles et de la Banque européenne, on ne peut pas avoir cette marge de manœuvre. On ne peut pas, et les mécanismes d'ajustement, je vais essayer de vous expliquer ça le plus rapidement possible, mais dans un système économique, celui qui prend des risques, c'est l'entrepreneur. C'est le chef d'entreprise, c'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, c'est lui qui crée de la valeur. Très bien. Si vous avez 70% de fonctionnaires de plus en France qu'en Allemagne, le coût de fonctionnement du siège central, la France, est plus élevé que celui pour l'Allemagne. De fait. De fait. Donc, quelqu'un paye ça, et c'est les entrepreneurs. Mais la façon dont on s'en sortait, c'est qu'on dévaluait, donc en quelque sorte, de 70 fonctionnaires. On réajustait, c'est tout. On réajustait, on dévaluait et on payait les fonctionnaires en monnaie de singe. En quelque sorte, les entrepreneurs gagnaient des Deutschmarks et on payait les fonctionnaires des francs. Comme ça permettait à tout le monde de vivre heureux. Mais à partir du moment où vous bloquez le taux de change, la variable d'ajustement, ça devient les profits. Et à ce moment-là, les entreprises s'écroulent, le chômage passe au travers du toit, et on rentre dans un système qui devient explosif. Autrement dit, vous voulez dire, on se privait d'une souplesse, d'ajustement, qui nous permettait aux économies de s'adapter selon la conjoncture. Parce que selon leur structure. Leur structure. Regardez, l'Italie, j'avais un vieil ami italien qui disait toujours que Garibaldi avait fait une erreur énorme, c'était de fusionner une partie de l'Afrique avec une partie de l'Europe. Vous savez, c'était une vieille blague, mais je sais pas, elle n'était pas très bonne, mais enfin. Et donc, la façon dont ça se passait, c'est que l'Italie du Nord était compétitive avec tout le monde, il n'y avait pas de problème. Elle taillait des croupières à l'Allemagne, et puis à force de payer une partie de ses profits à l'Italie du Sud, leur rentabilité baissait, donc on était obligé de redévaluer pour continuer à pouvoir faire. Donc vous aviez monté toute une série de systèmes qui permettaient à chacun des pays. Moi, personnellement, qu'il y ait 70% de fonctionnaires de plus en France qu'en Allemagne, je m'en contrefous. C'est un choix des Français. S'ils sont rentables. Non, mais c'est pas si rentable. Si les Français veulent avoir 70% de fonctionnaires de plus que les Allemands, ça veut dire que c'est leur choix. Et à ce moment-là, ils en paieront le prix au travers du taux de change. Oui. Mais c'est pas une décision d'économie, ça, c'est une décision de sociologie. Les Français aiment les fonctionnaires, très bien, ils veulent être tous fonctionnaires, encore mieux. Mais ils seront payés en monnaie de singe. Le déficit du budget, on va parler un petit peu du budget qui n'arrive pas à prendre, c'est 3% qui a été fixé. Finalement, c'est une aberration. C'est une aberration, oui. Il y a trois gars qui ont dîné à Bruxelles un jour, ensemble, et qui ont décidé que ça allait être 3%. Personne n'a jamais compris pourquoi ni comment. En fait, dans une vraie démocratie, le déficit budgétaire ne devrait pas exister, parce que si vous faites de la dette c'est de l'impôt différé. Et si vous faites de la dette, ça veut dire que des gens qui n'ont pas voté l'impôt vont devoir le payer dans les 20 ans qui suivent.
La dette, c'est de l'impôt différé, c'est-à-dire ce qu'on emprunte, il faudra le rembourser, ça c'est principe. On est avec Charles Gave sur Sud Radio. Charles Gave est très en forme. On est en train de décrypter les travers de l'euro. Est-ce que c'est une si grande et si bonne idée que ça? On est en train de faire le bilan de cette monnaie unique et on n'est pas forcément convaincu. Vous nous appelez au 826 300 300. Est-ce que vous êtes inquiet par l'euro? Est-ce que vous considérez que ça vous a enrichi, que ça vous a appauvri? Est-ce que vous connaissez autour de vous des commerçants, des chefs d'entreprise qui finalement se disent l'euro oui, mais le résultat c'est qu'on est plus malheureux et qu'on est plus pauvre qu'autrefois. On a besoin de votre avis. Emmanuel Galasso attend votre appel 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. La France dans tous ses états. Il convient d'éliminer quelques idées fausses. Premier lieu commun, 1 euro vaudrait 6 francs 50. C'est faux. La valeur de la monnaie unique ne sera connue qu'à la fin de l'année. D'ici là, elle est susceptible de changer. Sa valeur ne variera pas au gré des fluctuations des monnaies nationales qui auront disparu de la circulation. L'euro variera seulement contre le dollar, le yen ou bien la livre. Enfin, les pays qui ont choisi d'être dans cette monnaie unique n'auront théoriquement plus le droit d'en sortir. Vous êtes bien sur Sud Radio, nous sommes avec Charles Gave, nous dissertons sur la pertinence, l'efficacité et le génie de notre monnaie unique, l'euro, et Maud Koffler qui s'est penché sur la question a envie de poser une question à Charles Gave. Une question très actuelle, Charles Gave. Après l'euro physique et la naissance dont on vient d'entendre un extrait, l'euro électronique, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne planchent sur un projet d'euro numérique qui devrait voir le jour en 2029, si je ne me trompe pas, et certains banquiers et experts craignent qu'on perde le contrôle en fait de notre monnaie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi ça consiste, l'euro numérique, et quels sont les risques? Ça consiste à ce que dans la Banque centrale, la Banque de France, vous aurez un double de votre compte en temps réel. Et ce qui voudra dire en termes clairs que si vous bouffez 3 fois dans la semaine du rôti de bœuf, parce que vous aimez le bœuf, vous recevrez un petit papier de la Banque centrale disant, cher ami, le bœuf c'est pas bien, ça pète, ça fait du réchauffement atmosphérique, vous savez tous ces trucs-là. Donc à partir de maintenant, nous nous réservons le droit de ne plus payer, de ne plus accepter votre carte de crédit quand vous serez chez le boucher. C'est-à-dire que vous aurez en temps réel le gouvernement qui saura toutes les dépenses que vous faites. Toutes. Et comme le disait ce bon Goebbels, un bienfaiteur de l'humanité comme chacun le sait, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre. Ouais. Je n'ai rien à me reprocher. Donc on se donne bonne conscience. Non, mais je n'ai rien à me reprocher. Donc si je n'ai rien à me reprocher, ça m'est égal que la Banque centrale sache ce que je fais. Mais non. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune raison que la Banque centrale sache que je fais avec moi. Aucune, philosophiquement, mais aucune. en fait, on est surveillé à l'instant, dépense par dépense, instantanément. C'est Big Brother total. Et on va essayer d'interdire les billets. Mais j'ai vu que madame... en Italie, la première ministre, là, que j'aime bien, Meloni a simplement décidé de rendre anticonstitutionnel, d'interdire les billets, d'interdire le paiement en cash. C'est-à-dire qu'elle voit très bien la grosse manœuvre et de dire que c'est une façon de mettre tous ceux qui désobéissent, et vous le voyez dans leur compte, quand ils en désobéissent un, je sais pas, vous avez une petite amie, vous avez un petit ami, vous lui donnez assez pour qu'il vive noblement. À ce moment-là, si vous voulez, ça vous fait rien de mal. Vous allez devoir justifier. Mais peut-être votre mari sera peut-être pas très content de savoir que vous avez ce petit ami que vous faites vivre comme il le mérite. Ah zut, il va falloir que j'explique tout maintenant. C'est redoutable ce que vous nous expliquez. C'est monstrueux. C'est une atteinte à la liberté individuelle comme il y en a rarement eu. Vous vous souvenez quand la Commission européenne avait prélevé une nuit sur les comptes bancaires de Chypre, il avait prélevé 10% des épargnes parce qu'on estimait qu'il y avait des gens qui avaient de l'argent. Ça veut dire que demain, l'Union européenne pourra décider d'intervenir directement sur nos biens financiers, sur notre argent et d'en disposer à sa guise. En tout cas... au début, ils ne devaient pas en disposer, mais si un jour ils en ont besoin, ils le feront. Si le jour où ils en auraient besoin. C'est déjà prévu par la loi Sapin 2. Ils peuvent aller se servir de votre épargne au-dessus de 100 000 euros. Mais ça veut dire aussi qu'ils s'autorisent le droit de savoir ce que vous faites de votre pognon. Voilà, il y a un contrôle sur notre consommation. Qu'est-ce qui leur donne le droit ? Vous évoquiez Giorgia Meloni qui s'oppose à ça. Est-ce que les pays européens peuvent s'y opposer en majorité ? Enfin, est-ce qu'on a un poids quand même
Ou est-ce que la Banque centrale et la Commission européenne ça fait des années que la constitution de l'Europe, la constitution de l'euro, etc. L'euro, par exemple, la Banque centrale n'avait pas le droit d'acheter des obligations françaises, etc. Et puis tout ça, ça volait en éclats parce que l'euro devait disparaître en 2012. Monsieur Draghi, qui aurait dû être en prison d'ailleurs, n'y a pas été, parce que lui, il avait fait des faux pour faire croire que l'Italie n'avait que 65% de dette, alors qu'il en avait 120, donc il a fait un accord de swap avec une grande banque, qui a dissimulé ça, tout le monde était au courant, enfin c'était comme ça, officiellement, l'Italie a pu rentrer, et ensuite ça a coûté, je crois, 30 ou 40 milliards d'euros à l'Italie pour payer la note de la banque, et vous savez qu'à la fin de son mandat, il est allé au conseil d'administration de cette banque. Voilà, tout à fait, comme par hasard. On est en ligne avec François, qui nous appelle de Thonon-les-Bains. François, vous êtes plutôt, alors eurosceptique, non pas sur l'Union européenne, mais sur la monnaie, ou vous estimez qu'elle a permis de faire des avancées considérables sur le plan économique ? Bonjour. Oui, bonjour. Donc, en l'occurrence, non. En termes d'avancée économique, écoutez, on va essayer de faire un très rapide raccourci historique. Donc, la France, qui avait quand même une certaine suprématie monétaire, l'a abdiqué après-guerre, donc avec effectivement le rôle assez proactif au bénéfice de certains services américains avec M. Monet. S'en est suivi effectivement donc une période de transition avec donc l'écu et la possibilité d'échanger en extérieur avec une monnaie qui, à mon sens, protégeait effectivement donc l'Union, enfin en tout cas les pays ressortissants américains. Il se trouve qu'à l'époque, je vivais en plus aux USA et ce qui m'interpellait, je me disais, mais comment se fait-il que le marché intérieur américain, enfin donc les économistes, les financiers américains n'appréhendent pas davantage la création de cet immense marché commun européen à advenir? Eh bien, tout simplement, pour la simple raison, on n'a créé qu'une seule monnaie, donc qui était beaucoup plus facile, je dirais, à manipuler pour les grands financiers, et dont on a fait en quelque sorte le cochon de tirelire, mais on a donné les clés du cochon de tirelire, nos partenaires outre-Atlantique. Mais pour rebondir sur l'intervention précédente, il se trouve qu'aussi, dans ma carrière, j'ai exercé en qualité de personnes qui étaient assujetties donc au contrôle du blanchiment monétaire et de capitaux, et je m'interroge effectivement sur donc la numérisation à outrance dans laquelle nous sommes tombés, et on a une véritable vassalisation de notre économie, donc tout mouvement confondu, donc au profit du numérique. Alors au début c'était à la marge, faut pas oublier que les banques en ligne représentaient le marché. Aujourd'hui, non seulement les banques traditionnelles s'y sont mises, et on commence à avoir quand même des conséquences assez fortes concernant notre économie. Donc pour résumer mon propos, oui, à la base, ça pouvait être une arme. Non, malheureusement, c'est devenu effectivement un outil donc qui permet à n'importe quelle puissance extérieure d'attaquer nos forces économiques. Merci François pour ce point de vue. Charles Gave va vous répondre. Charles Gave, c'est donc une perte totale de souveraineté. Là, on le voit bien, François le confirme. Absolument, c'est une perte totale de souveraineté. Et la souveraineté, ça a été défini dans l'histoire de France pour la première fois par Philippe Auguste. Philippe Auguste qui disait c'est un territoire, c'est des frontières, c'est une armée pour défendre les frontières, c'est une police pour... consacré à la bataille de Bouvines. Voilà, c'est tout ça consacré à la bataille de Bouvines. C'est une police, c'est des tribunaux, et c'est le droit de battre monnaie. Oui. Donc, à partir du moment où vous ne battez plus monnaie, vous n'êtes plus souverain. Et le but de monnaie, pas la monnaie, mais le Jean Monnet, le concepteur ça de l'Europe, a été littéralement de procéder à l'extinction des nations, en pensant que parce que les nations créaient les guerres. C'était une foutaise complète, mais enfin, le pauvre garçon, il était charentais et il faisait dans le cognac, donc il n'était pas plus malin que ça, mais enfin, ça a été son objectif toute sa vie, et il a été toujours payé par la CIA. Donc, quelque part, vous avez dans le projet européen un désir de tuer chacune des nations européennes pour faire naître cette espèce de conglomérat monstrueux dont personne ne veut. Et ce qui m'a toujours surpris, si vous voulez, c'est que l'Europe est devenue la première puissance mondiale à cause de son extraordinaire diversité. Un Italien, c'est pas un Français c'est pas un Allemand, et puis tout le monde faisait ses essais dans son coin, et ce qui marchait, tout le monde le prenait, quoi. À cause ou grâce, Charles Gave, on est d'accord. Grâce. Et c'est comme la comptabilité en partie double, qui a été inventée par un Italien. Et ben ensuite, tout le monde a trouvé que c'était une bonne idée, puis c'est partout en Europe. Et donc,
la beauté de l'Europe, c'était que tout venait de la base. Et on a essayé de remplacer ça par tout vient du sommet. Et quand tout vient du sommet, ça marche jamais. On est avec Charles Gave, on disserte sur l'euro. Si vous avez un doute sur l'euro, si vous estimez que ça a changé votre vie, qu'au contraire vous ne voyez pas une amélioration de l'économie européenne et de l'économie française, ou si vous avez tout simplement une opinion à donner sur les vertus de la monnaie unique ou le fléau de la monnaie unique, vous nous appelez au 0826 300 300. Charles Gave aura toutes les réponses, même aux questions les plus difficiles, et Emmanuel Galasso prendra votre appel. À tout de suite, on attend votre message. Oui, nous parlons de l'euro avec Charles Gave. Voilà, on pose des problèmes tels qu'ils sont. On est un peu dubitatif parce que au bout de plus de 25 ans d'installation, on n'est pas convaincu du tout du résultat. Nous sommes avec Pierre qui nous appelle de Toulouse. Alors Pierre, est-ce que finalement l'euro, heureusement qu'on l'a quand même, ça a permis de faire des prouesses, ou est-ce que vous commencez vous aussi à vous poser des questions? Bonjour, moi je ne me pose absolument aucune question. Et pour revenir à ce que disait M. Charles Gave, je crois que la souveraineté peut être retrouvée si nous créons un gouvernement, un président et une armée européenne. Parce qu'en effet, la France aujourd'hui, c'est cuit. M. Macron a emprunté une telle somme pour le Covid que nous ne pouvons plus revenir en arrière. Quel est le banquier qui accepterait de vous laisser partir sans que l'on règle notre dette? Personne. Donc il faut faire avec. Par contre, là où je le rejoins, c'est qu'en effet, la loi Sapin 2, telle qu'elle a été évoquée, est une épée de Damoclès, parce que bien sûr, demain, si la France ne paie pas ses dettes, on viendra chercher cet argent sur nos comptes. Et je crains d'ailleurs que les 100 000 euros dont on parle, ils ne soient même pas respectés et qu'on se retrouve avec 2 francs 6 sous. Quoi. On parle déjà de 50 000 euros, d'abaisser le seuil à 50 000 euros. Mais je le crois parce que, bon, d'abord, le gros problème des Français, c'est qu'ils ne dépensent pas leur argent. Et moi, je le crie haut et fort, ne laissez pas votre argent à la banque. Il faut l'investir, quoi qu'il arrive. Parce que, franchement, moi, j'ai mon arrière-grand-père qui est arrivé d'Italie en 1922. Il était arrivé, c'était là-bas en Italie, c'est le droit d'aînesse. Il est arrivé donc avec une très grosse somme d'argent. Il a acheté des bons russes. Il pouvait acheter 8 propriétés donc agricoles et il s'est retrouvé sans un rond. L'emprunt russe. Avec à 35 ans ou 40 ans, il s'est retrouvé à se retrousser les manches et à travailler comme un ouvrier alors qu'il avait déjà travaillé toute une vie. Donc c'est pour ça que je dis attention à l'euro, attention surtout à l'argent placé en banque, parce que les banques ne vous feront pas de cadeaux. D'ailleurs, j'en vois encore une dernière nouvelle, c'est qu'au mois de novembre, vous le savez, on n'a plus droit au découvert bancaire. À partir, ça va être calculé en fonction de vos revenus. Or, vous savez que 52% de la population n'est que locataire et que ces 52-là, eux, seront déjà à plus de 30% d'endettement puisqu'il faut payer un loyer et qui n'auront plus droit au découvert bancaire. Donc ça, j'espère que les gens vont se mobiliser parce que c'est une honte. Et Charles Gave, est-ce que comme le signale est-ce que l'euro je vais d'abord essayer de répondre à votre grand-père. Oui, mais est-ce que l'euro peut être comparé à l'emprunt russe? Est-ce que ça peut se finir de façon aussi tragique? Non, je vais essayer de compenser à votre grand-père parce que vous avez dit quelque chose de très important. Quand vous pouvez acheter dans les marchés 2 choses. Des contrats, c'est-à-dire une obligation émise par l'État français ou l'État russe, qui vous remboursera un jour, ou des parts de propriété, c'est-à-dire des actions Air Liquide ou de l'or. Et quand il y a des doutes sur la monnaie, comme tous les contrats sont libellés dans la monnaie, à ce moment-là, il ne faut avoir que de la propriété et de l'or. Il ne faut rien avoir d'autre. Donc ça fait 5 ans que je dis à tout le monde, n'ayez que des actions et de l'or. Pas une obligation, pas un contrat avec l'État français, parce que ça pourrait conceptuellement valoir 0. Un SICAV éventuellement? Des SICAV? Une SICAV, ça dépend si c'est une SICAV obligataire. Vous êtes ramené au problème précédent. Si c'est une SICAV qui a des actions en Chine ou aux États-Unis, ça va très bien. Parce que vous êtes propriétaire. Vous êtes propriétaire. Et donc, le droit de propriété n'est pas le droit des contrats. Autrement dit, l'argent sur un compte en banque, c'est de l'argent qui est à la banque. C'est là où on peut vous le pomper. Voilà. Par contre, si vous êtes propriétaire d'un bien mobilier financier, là, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Si vous avez d'actions à la liquide, c'est à vous, point barre, quoi. Et donc, un emprunt, et là, c'est du vent. C'est un contrat. C'est un contrat. Et comme le souverain peut changer les termes du contrat, c'est même pour ça qu'il est souverain, il peut décider que... regardez, la faillite des 2 tiers en France, dont il faut se souvenir, c'était en 1797, je crois. On ne pouvait pas rembourser la dette française. L'État français a pris la décision
qu'il vous donnera un petit bout de papier colorié pour un tiers de votre dette, qui vous paierait 4% jusqu'à la fin des temps, c'était la création de la rente. Donc 4%, et puis les 2 tiers, vous pouviez les faire cuire à neuf, ça valait plus rien. Alors là, aujourd'hui, les 3 000 milliards de dettes... Ils pourraient décider qu'ils vont rembourser 1 000, et que les 2 000, Vous voulez dire qu'ils peuvent envisager de pomper sur l'épargne des Français, qui est gigantesque, peut-être excessive d'ailleurs. Hein. Elle n'est pas excessive, si vous savez. Ils vont se dire, après tout, il y a cet argent qui dort, qui ne sert à rien, on va rembourser une partie. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas la comptabilité en partie double, parce que c'est 6 000 milliards d'euros qui sont ils sont quelque part, ils ont déjà été utilisés à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, oui, d'un côté, vous avez 500 000 euros à la banque, très bien, mais la banque, elle a prêté ces 500 000 euros. Si vous lui enlevez maintenant là, elle va se retrouver à poil. Donc, si vous voulez, on vit dans un monde magique où les gens ne comprennent rien. Mais l'euro était censé nous protéger de ce genre de désagréments, et finalement, non seulement ça ne nous a pas protégés, on a l'impression que ça nous a plongé dans le désarroi. L'idée, l'euro nous aurait protégés si on avait respecté les termes du traité. Mais aujourd'hui, la France ne reste plus aucune des conditions de l'euro depuis 10 ans. Et personne ne peut rien faire, si vous voulez. C'est la Suède, qui n'est pas dans l'euro, qui se porte très bien d'ailleurs, le Portugal, l'Italie, l'Espagne ont fait des efforts considérables. Nous, on a fait strictement aucun effort. Nous avons Jacques qui nous appelle d'Aigues-Mortes, Charles Gave. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Monsieur Péricot. Comment ça va à Aigues-Mortes? Écoutez, ça va très très bien. On y vit très très bien à Aigues-Mortes. On se souvient que sous Moyen-Âge, c'était un port, d'où embarqua Saint-Louis pour la Palestine, pour la Tunisie. Et puis aujourd'hui, c'est à sec. C'est un peu l'image de l'euro. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Charles Gave, Jacques? Écoutez, moi je voudrais faire simplement une réflexion toute simple, concernant donc relier l'euro à notre endettement. En fait, notre endettement de 3 300 milliards actuel n'aurait jamais pu atteindre un tel niveau si nous étions restés dans le franc. Pour une raison très simple, c'est que les créanciers n'auraient jamais pu nous faire confiance. C'est pas plus compliqué. Tout à fait vrai. Et donc, si un jour on doit rembourser, ça sera soit sur notre épargne, soit sur nos assurances vie, ou soit ce sera nos petits-enfants qui paieront. De toute manière, il faudra payer. Et c'est pas parce qu'on a un euro européen que ce sera l'Europe qui paye, ça sera les Français, d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est colossal ce que vous dites, Jacques. Ça veut dire que si on vous fait pas crédit, vous pouvez pas faire de dette. Voilà, parce que le franc était une monnaie solide, mais elle n'était pas à ce point solide comme peut l'être l'euro pour dire au marché financier on peut prêter à la France puisqu'elle remboursera en euros. Parce que là, les gens se disent la Bundesbank, l'Allemagne paieront un jour pour la France, Charles etc. Gave, c'est un raisonnement qui tient la route, celui de Jacques. Il est évident que ça a fait sauter le verrou qui permettait du marché financier, qui permettait aux gens, qui limitait la capacité d'emprunt de la France. Et bien entendu, c'est ce qui s'est passé. Alors, Jacques, qu'est-ce que vous verriez comme solution? On va parvenir au franc quand même. Et pourquoi pas? On reviendra au franc. Simplement, il faut peut-être se poser la question de la pérennité de l'euro. L'euro, est-ce que c'est une monnaie économique ou est-ce que c'est une monnaie politique? Lorsque l'on a mis le franc à la hauteur comme par hasard, à 6,65 €, 600, je ne sais plus combien, ça correspondait comme par hasard à un Deutschmark. Oui. C'est vraiment un hasard, vous voyez. Donc vous avez une monnaie allemande qui était sous-évaluée et une monnaie française qui était surévaluée. Alors déjà, les termes du contrat, déjà dès le départ, c'était faussé. Mais Jacques, beaucoup de gens ont considéré qu'en fait l'euro était le nouveau nom du Deutschmark. C'était le remarque. Oui, mais Charles Gave, ce que j'ai essayé d'expliquer aux gens, c'est que cette politique, en tuant tous les clients d'Allemagne, fait qu'aujourd'hui l'Allemagne est morte. Mais oui, c'est ça le paradoxe. Mais non, je l'avais écrit, l'Allemagne va faire faillite. Je sais que vous l'avez écrit, on s'est dit les Français sont malheureux, mais les Allemands sont heureux avec l'euro. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Ils sont aujourd'hui, leur système économique est en train de s'écrouler, leur système industriel s'écroule. Donc, si vous voulez, le dernier qui a fait faillite, c'est l'Allemagne, et qui était tout content de voir s'écrouler les systèmes automobiles en Italie, en Espagne, parce que c'était bon pour elle. C'était bon pour elle, pensait-il. Pour Mercedes, pour Volkswagen. C'était, paraît-il, bon, mais maintenant... Fiat et Renault s'écroulent, c'était pas grave, puisque récupérer les parts de marché. C'est ce qu'ils pensaient. Et puis, en réalité, maintenant, ils sont en train de se faire bouffer par les Chinois, parce que pendant qu'eux,
ils vivaient sur leur gras. Les Chinois, ils ont investi comme des fous, ils font des voitures à un quart. Qui nous ont demandé de ne pas fabriquer de panneaux solaires parce que eux les achetaient à la Chine pour pas contrarier le marché chinois. Oui, et finalement, tout le monde est malheureux. Aujourd'hui, l'Allemagne, aussi curieux que ça paraisse, est dans une situation bien pire que la France. C'est pour ça que les langues se délient. C'est pour ça, Charles Gave, que les langues se délient en se demandant est-ce que finalement l'euro, Jacques disait une monnaie politique. L'euro, c'est exactement, c'est ce que Hayek, le grand économiste, appelait la présomption fatale. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a un crétin surdiplômé, vous savez ce que Al-Nassim Taleb, les Educated Yet Idiots, c'est les EY, il y en a un paquet en France, des Educated Yet Idiots, arrivent avec une idée de tout changer du sommet. Et c'est la Révolution française qui tue la moitié des gens, donc c'est le communisme qui tue 100 millions de personnes. Le centralisme démocratique. Le centralisme démocratique avec les idées qui viennent du sommet. Et l'euro, c'est le pire fatal de l'histoire depuis le communisme. Charles Gave, Jacques disait que c'est une monnaie politique, on peut même dire que c'est une monnaie idéologique, c'est finalement, une monnaie au service d'une idéologie, d'un mythe. D'un mythe, et que tous ces gens qui étaient derrière cette idée étaient, qu'on le veuille, des globalistes, et ils voulaient arriver à un gouvernement mondial. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas la démocratie. C'est exactement le contraire de la Suisse. C'est les types intelligents, c'est le roi philosophe de Platon. Eh ben non, si vous voulez, monsieur Attali, il n'est pas capable d'attacher ses chaussures tout seul, et il n'a jamais gagné un rond honnêtement. Donc il faut s'en débarrasser. C'est pas ces gars-là qui vont diriger le monde, c'est pas possible. Jacques, je crois que vous avez mis le doigt là où ça fait mal, et ça inspire Charles Gave dans sa réaction. Mais moi j'aime les décisions qui viennent du bas. Mais on est bien d'accord. Bon, alors, vous restez tous avec nous, parce que le sujet, je vois, passionne nos auditeurs. Effectivement, c'est un enjeu considérable. Est-ce qu'on s'est fait l'euro? Est-ce qu'on s'est fait l'euro? Est-ce qu'on s'est fait l'euro ou l'euro? Et en tout cas, on s'est fait l'euro. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend vos appels et Charles Gave y répondra avec la pertinence et l'acuité qu'on lui connaît. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio et vous y êtes de mieux en mieux parce qu'on est avec Charles Gave et on est en train de décrypter un petit peu, de décortiquer cette aventure qui s'appelle l'euro, pour conclure que finalement, et avec tous les espoirs que ça a suscité, le résultat n'est pas à la hauteur des espérances. Nous avons Marc qui nous appelle de Béziers. Est-ce que, Marc, vous êtes vous-même un peu perplexe ou un peu sceptique sur la pertinence de l'euro? Oui, bonjour Perico, bonjour Monsieur Gave. Alors, moi, je suis pas comme Jacques, je suis parfaitement un ignare en matière de placement financier, enfin de finance, oui. Même si je fais partie de ces gens qui ont thésaurisé, et certainement sur des mauvais placements, comme le dit Monsieur Gave. Et puis, plus globalement, je pense qu'effectivement, l'euro a anesthésié nos politiques, parce que c'était très confortable, et donc, voilà, on a vécu sous perfusion, sous anesthésie, et le réveil va être difficile. Mais plus que l'aspect financier, en fait, je voulais généraliser la problématique plus globale au niveau de l'Europe. C'est que moi, je suis né en 65, je suis un enfant d'Erasmus. J'ai connu le film bien connu, de l'auberge espagnole, je l'ai vécu. Et on m'a toujours dit qu'il fallait s'unir pour être fort par rapport aux prédateurs à l'époque des États-Unis, de la Russie et maintenant de la Chine. Et en fait, je suis très désabusé parce que je réalise que finalement, avant l'euro, la France a créé le Concorde, a une forte énergie atomique très puissante et que l'Europe entière lui envie. Airbus, TGV, à la fusée Ariane, vous avez raison, lancé par le général de Gaulle, tout ça, je vous signale. Hein. Oui, je sais bien. Et surtout, en parallèle avec, par exemple, la Corée que j'ai connue, qui s'est développée qui s'est ouvert au commerce international dans les années 80 et qui est devenue, et qui, malgré les prédateurs que sont la Chine et les Japonais autour d'elle, à l'occurrence, mais qui a trouvé sa place dans le commerce mondial. Donc, je m'interroge franchement, je suis très désabusé sur ce qu'on nous a raconté pendant des dizaines d'années sur l'Europe. Alors, Charles Gave, on nous a raconté des histoires, on nous a raconté des histoires. Quand même, ils n'auraient pas osé. Non, bien sûr que non. En fait, c'est beaucoup plus sérieux que ce que dit notre auditeur, qui me paraît... Marc de Béziers, qui me paraît extrêmement sérieux. C'est que ça a permis à une classe politique en France de monter, qui n'a plus aucun sens des responsabilités, parce qu'elle sait qu'elle peut emprunter. Donc je peux faire n'importe quelle promesse au type. Et on avait, vous savez, c'était Sebron,
Blum, je crois, qui avait parlé du mur de l'argent. Léon Blum, absolument. Il avait parlé du mur de l'argent. Les 200 familles. Les 200 familles, les murs de l'argent. Il y a un moment où la gauche se heurtait à la réalité et donc elle devait reprendre à ce moment-là. Hollande a dit mon ennemi c'est la finance. Mon ennemi c'est la finance. Finalement c'était son ami. Et Blum a parlé du mur de l'argent. Ils ont bâti pour eux un système qui leur permet de ne jamais prendre une décision difficile. Et donc on n'a plus que des veaux. Ah, ça évite, vous voulez dire que cette mesure évite le courage. Ça évite d'avoir été... Vous ne pouvez pas... Si un type dans un parti politique dit « on va retrouver l'indépendance de la France », il est liquidé dans la seconde qui suit. Parce qu'il y a tous ces groupes de pression qui touchent énormément d'argent. Ça permet, par exemple, d'avoir 1400 hautes autorités. Philippe Séguin l'a envisagé dans un magnifique discours à l'Assemblée nationale avant le traité de Maastricht. En 78. Et voilà, et on sait comment ça s'est fini. Et il a décrit parfaitement ce qui allait passer. Donc, on a fait une présélection de tous les veaux qui allaient dire oui, et c'est eux qui ensuite ont pris tous les partis politiques. Et oui, bien sûr. Et donc, ça a amené à regardez la bêtise ambiante qui règne au Parlement français. Vous vous dites, mais quelle est la méthode de sélection qui nous a amené ces gars-là ? C'est des gars qui n'ont aucun courage. On est servi. Jonathan nous appelle de Montpellier. Bonjour Jonathan. Il y a que des gars qui jouent au rugby. Hein. Alors Jonathan, oui, Charles Gave demande si vous êtes bon au rugby. Non, c'est pas ça, c'est que tous les gars qui ont appelé, ils sont de Béziers, ils sont de Toulouse. C'est ça, c'est que le Sud. Bon, vous êtes, allez, on va dire que vous êtes ailier droit. Hein. Allez. D'accord. Merci de me prendre à l'antenne. J'ai une question très importante pour Monsieur Gave. Justement, j'ai rendez-vous cet après-midi à 14h30 avec ma banque parce qu'il veut me faire placer mon argent dans une société il y a 2 mois, donc une très grosse somme d'argent. Il veut faire placer cet argent sur des assurances vie. Aujourd'hui, ma question, c'est sur quelle assurance vie il faut la placer? Parce qu'on parle du Luxembourg, on parle de d'euros, on parle de tout un tas de choses. Mais déjà, le principe de l'assurance vie, je crois que Charles Gave en doute. J'en parlais avec lui en antenne à l'instant. Allez-y, Charles Gave. La question essentielle, c'est quel va être le support. Aucune obligation, vous ne mettez que des actions. Que des actions, ok. Que des actions, et si possible, vous essayez de faire une sélection des actions, ce qui n'est pas très difficile, des actions qui n'ont rien à voir avec l'État français. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'à partir du moment où... vous savez, quand l'Union soviétique s'est pété la gueule, le type qui était général de l'armée soviétique et il avait, au bout de 3-4 ans, sa retraite, ça lui suffisait à acheter une baguette de pain, quoi. Et donc, mais par contre, celui qui était entrepreneur, etc., en Union soviétique, maintenant, il va très bien, merci. Donc, vous devez, comme le problème, c'est pas la France, c'est pas les travailleurs français, c'est l'État français qui est devenu un monstre. Donc, la question, c'est, vous n'avez pas de contrat avec un type qui va faire faillite. En gros, ce qu'expliquait Charles Gave, Jonathan, c'est que si vous placez de l'argent, s'il est sous forme de contractuel, qui peut être une SICA monétaire, une obligation, un livret, évidemment, vous n'êtes pas propriétaire, vous n'avez pas la même mise, alors que si vous avez une action, c'est comme si vous achetiez un territoire, une maison, de la pierre. Voilà. C'est une propriété, parce que le droit à la propriété est inaliénable. Jusqu'à nouvel ordre, on est bien d'accord. Oui, d'accord, mais c'est dans la Constitution, quand même. En tout cas, vous êtes protégé parce que vous êtes propriétaire de votre bien, tandis que si vous êtes dans du contractuel, ça peut être, à un moment donné, ça peut être saisi par l'État. Voilà la clé de la question. Et après, que ça soit sur fonds euros ou au Luxembourg, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il vaut mieux que ce soit au Luxembourg. Plus vous êtes loin de l'État français, mieux ça vaut. Voilà, la dette de la France rend les actions... C'est terrible ce que l'on dit, parce que ça fait mal de dire ça. Mais mais investir dans l'économie française aujourd'hui, sous forme obligataire ou d'emprunt, c'est un risque. Il faut rentrer dans un système capitaliste. Et surtout, vous n'êtes pas payé pour. Oui. À 3,3%, on ne peut pas dire que le risque de faillite soit couvert, quoi. Merci Jonathan pour votre observation. Charles Gave, est-ce qu'il y a quand même un moyen de s'en sortir? Est-ce qu'on peut décélérer? Est-ce qu'on peut revenir à une idée de monnaie commune peut-être? Est-ce qu'on peut revenir à des monnaies nationales et à un euro? Vous savez, la réalité c'est qu'aujourd'hui la dette française est très importante, 3 400 milliards d'euros. Et les taux d'intérêt qu'on paye dessus sont supérieurs au taux de croissance de l'économie. Donc ça s'appelle une trappe à tête. C'est-à-dire que la dette croît plus vite que la croissance. Réexpliquez bien ça. Si vous empruntez 100, oui. Vous investissez à 2. Oui. À 2%. Et ça vous coûte 5. Oui.
vous savez bien que vous allez faire faillite un jour. Oui. C'est là où est la France. Il y a 3 de pertes. Donc les exponentielles au début, vous voyez pas la différence, puis les 2 exponentielles commencent à monter et vous sautez. Il va bien falloir trouver une solution à un moment donné. Je pense qu'à Bruxelles, à Berlin et à Paris... La seule solution, c'est que la croissance économique revienne au-dessus du taux d'intérêt. Et pour le faire, il faut faire ce qu'a fait. Et pour l'instant, c'est les Allemands qui tirent leur marron du feu. Non, et comme vous dites, et encore, ils ne tirent plus. C'est à cause d'eux qu'on en est là. On s'est soumis à eux. Mais la solution, c'est Milei. Milei, si vous voulez, c'est qu'il a dévalué de 50%. Et puis, il a coupé les dépenses de l'État. Il y avait 35 ministères. Avec sa tronçonneuse. Et maintenant, il n'a plus de déficit extérieur, il n'a plus de déficit intérieur, l'inflation est en train de se ratatiner. Donc la seule solution, c'est de prendre des mesures... Attention, il y a de la casse sociale, Charles Gave, dans ces mesures-là. Mais je sais bien, mais la casse sociale arrivera de toute façon. Si vous croyez, pourquoi les Argentins ont voté pour Milei ? Parce qu'ils s'appauvrissaient avec tous les avantages sociaux. Le problème... Ce que disait ce bon Milton Friedman, il disait toujours, si vous payez les gens à ne rien foutre, et si vous taxez ceux qui bossent, faut pas s'étonner, si j'augmente. Eh bien, ça ressemble un petit peu à une situation que nous connaissons en France. Et oui, je pense que la seule solution, c'est Milei, reprendre notre souveraineté. On n'est pas au bout de nos peines. Charles Gave, merci d'avoir été présent. Il m'est avis que vous allez revenir souvent parce que je ne vois pas une amélioration dans la situation économique, en tout cas pas avec la compétence de nos gouvernants actuels, mais sait-on jamais, la République aura peut-être toujours... il faudrait dire quelque chose pour éviter de désespérer les gens. Vous avez de remarquables sociétés françaises, une dizaine ou une vingtaine, industrielles, qui font des cartons monstrueux dans le monde. Vous reviendrez pour nous en parler. Oui. Il faut qu'on soit positif de temps en temps. Oui. Merci, chers auditeurs. On vous dit à demain. Et maintenant, nous allons rejoindre Brigitte Lahaye, qui n'est ni dans l'action ni dans l'obligation. Elle est dans l'amour et c'est très important aussi. Sud Radio.